Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa qui vous retrouve pour la suite de l'interview du youtubeur américain Ayong, dont la chaîne YouTube est notamment destinée à promouvoir le taïwanais. Nous sommes toujours dans la série sur la diversité linguistique à Taïwan. Un Américain qui encourage l'apprentissage du taïwanais, ce n'est pas banal, vous en conviendrez. La semaine dernière, il nous a parlé des retours qu'il a eus de la part du public. Il a expliqué comment et pourquoi il avait appris le taïwanais et quelle approche il préconise pour apprendre les tons, qui est souvent le point le plus difficile dans l'apprentissage de cette langue. Aujourd'hui, dans la suite de son interview, je voulais l'interroger sur la publication récente à laquelle il a participé d'une version en taïwanais du livre Le Petit Prince. Pour quelles raisons a-t-il choisi de promouvoir ce livre en particulier en taïwanais ? On écoute Ayong. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai toujours aimé Le Petit Prince. C'est l'un des premiers livres que j'ai lu en français. Beaucoup de monde aime ce livre. C'est un classique. La première fois que j'ai vu une traduction en taïwanais, je me suis dit « génial !» Mais quand je l'ai lu, je ne l'ai pas trouvé très bien traduit. Je ne veux pas jeter la pierre au traducteur, qui a dû beaucoup travailler, mais je trouve que la formulation est souvent maladroite. Un jour, je suis tombé sur la toute première traduction, car il y avait des traductions qui avaient été faites bien avant, mais qui n'avaient pas été publiées. Celle-ci date d'il y a 20 ans. Et quand je l'ai lu, je me suis dit que c'était très bien traduit. On comprend vraiment l'histoire et on ressent les émotions. Je suis entré en contact avec le traducteur Zhen Hoipeng pour lui demander s'il voulait publier sa traduction. Il a dit oui, ce serait bien. Et on a donc travaillé ensemble pour le publier. Ce livre peut se lire à partir des deux côtés. Dans le même sens qu'en français, c'est pour la version en taïwanais écrit de manière romanisée. Et il s'ouvre aussi à l'envers, enfin à l'envers pour les Français, c'est-à-dire à partir de la fin, pour la version écrite en caractères ou sinogrammes, qui se lisent traditionnellement de haut en bas et de droite à gauche, même si c'est vrai qu'aujourd'hui on peut aussi écrire dans le même sens qu'en français. Au centre de ce livre, il y a un tableau qui permet de mettre en regard les deux écritures et de voir leurs équivalences. C'est vraiment très utile pour les apprenants. Ce livre est destiné à être une sorte de vitrine pour présenter les différentes manières d'écrire le taïwanais selon les préférences de chacun, en transcription romanisée ou en caractères. Le traducteur a utilisé l'alphabet latin. De mon côté, j'ai ajouté la version du texte en caractères. Il n'y a pas de version standard du taïwanais écrit. Même s'il y a des recommandations du ministère de l'Éducation, il y a encore une marge de variation. Plutôt que de suivre les recommandations du ministère, que je ne trouve pas toujours très pertinentes, j'ai travaillé avec des amis pour utiliser les caractères qui sont les plus utilisés à travers l'histoire pour écrire le taïwanais. Ces explications me rappellent une vidéo très intéressante de la chaîne YouTube de Ayong. C'est une vidéo qu'il avait aussi réalisée en anglais, vu le succès qu'elle a eu en taïwanais, sur le thème « Est-ce que les caractères chinois sont vraiment chinois ? Are Chinese characters really Chinese ?» C'était particulièrement intéressant de découvrir pourquoi les recommandations du ministère de l'Éducation pour le choix des caractères en taïwanais ne sont pas toujours très pertinentes. Ayong coopère donc plutôt avec des chercheurs qui ont créé un site alternatif, dont je mettrai le lien sur la page de cette émission. Ces chercheurs se basent plutôt sur les écrits du taïwanais en tant que langue parlée à travers l'histoire, c'est-à-dire quels caractères ont été les plus utilisés pour écrire le taïwanais ou le Hokkien ou Minnan dans la province du Fujian en Chine en face de Taïwan. En fait, ces chercheurs ont fait des recherches dans plusieurs bases de données, que ce soit à Taïwan, dans la province du Fujian en Chine ou même parmi la diaspora d'Asie du Sud-Est. J'ai personnellement été étonnée de voir que le caractère ge, le spécificatif le plus utilisé en mandarin, mais dans sa version écrite simplifiée, qui est en vigueur en Chine, en fait, a été utilisé dans le livre Le Petit Prince en taïwanais pour écrire le « est » en taïwanais, c'est-à-dire le pronom possessif. En fait, le « ge » dont je parle, c'est le caractère jeune, donc un homme avec un trait vertical en dessous. Donc j'ai demandé à Ayong si c'est la manière traditionnelle de l'écrire en taïwanais. En fait, ça correspondrait au caractère « de » en mandarin qui exprime la possession. This is actually a particularly interesting character because C'est un caractère particulièrement intéressant parce que beaucoup de Taïwanais qui ont appris le mandarin à l'école croient que c'est du mandarin simplifié. Mais en réalité, c'est l'un des plus vieux caractères de ce livre. Je l'ai même mentionné dans la préface. On peut retracer l'utilisation de ce caractère depuis plus de 1000 ans pour dire « est », le pronom possessif en taïwanais. Certaines personnes qui
essaient de lire ce livre sans savoir parler le taïwanais peuvent penser que c'est un mélange entre les caractères japonais, mandarin simplifié et traditionnel. En fait, non. C'est l'écriture taïwanaise basée sur les caractères les plus utilisés du point de vue historique. Dans sa vidéo sur les caractères dits chinois, entre guillemets, qui ne sont finalement pas si exclusivement chinois que ça, Ayong explique que l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes préconisent de romaniser l'écriture du taïwanais, c'est-à-dire de la transcrire en caractère latin, c'est pour éviter que Taïwan ne soit rattaché à la Chine par l'écriture. Toutefois, comme il l'explique dans cette vidéo, pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler ici, il est tout à fait possible d'écrire le taïwanais en caractère tout en ayant une identité singulière et différente de celle de la Chine. En effet, les caractères utilisés à Taïwan ont leurs propres caractéristiques et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo de Ayong. C'est un sujet complexe, en tout cas, et un peu politiquement sensible. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet, pas seulement de la part des étrangers, mais aussi des Taïwanais eux-mêmes. Si on veut rester le plus objectif possible et essayer de comprendre, en fait, il y a des caractères spécifiques aux japonais, aux coréens, aux cantonais qui ne sont pas utilisés en mandarin. Et il y avait, bien sûr, aussi des caractères spécifiques en vietnamien, même s'ils ont été remplacés par une transcription romanisée par la suite. Mais tous ces peuples ne se considéraient pas forcément comme des Chinois. En tout cas, jusqu'à l'avènement de la République de Chine, il n'y avait pas de lien entre ce qu'on appelle le mandarin et ce qu'on appelle la Chine aujourd'hui. Ce lien découle d'une volonté politique qui date de l'époque moderne. En tout cas, la propagande fonctionne plutôt bien, si je puis dire. Nous en avions déjà parlé dans les émissions avec le chercheur Yohan Goudin. La plupart des locuteurs du mandarin, que ce soit en Chine ou à Taïwan, sont très peu au courant du fait que c'est une langue relativement nouvelle et un peu artificielle. Et que dire des non-locuteurs du mandarin qui sont enclins à croire que le mandarin est une langue de plusieurs milliers d'années. Ayong m'a donné quelques conseils de lecture pour creuser ces sujets et les remettre en perspective. Tout d'abord, L'invention de la Chine de Bill Hayton, publié par l'université de Yale, et Critical Hand Studies, publié par plusieurs chercheurs par l'université de Californie. Pour revenir à la situation actuelle à Taïwan, j'étais curieuse de connaître le point de vue de Ayong sur l'objectif que le gouvernement s'est fixé lors du premier mandat de Tsai Ing-wen de faire de Taïwan un pays bilingue mandarin-anglais d'ici à 2030. Est-ce qu'il pense que cela aura un impact négatif sur les langues maternelles telles que le taïwanais ? Je ne pense pas que cela aura trop d'impact. Finalement, cette politique, c'est simplement une manière de transférer des fonds d'un budget à un autre. Cela pourrait avoir un impact sur le budget des cours de taïwanais à l'école, mais certains groupes militent pour que ce budget soit maintenu. Je ne pense pas que Taïwan pourra vraiment devenir un pays bilingue d'ici à 2030. Un tel changement nécessite du temps, un environnement éducatif adapté, des efforts de transmission, baignés dans les médias en anglais, etc. Il n'y a pas tout ça actuellement. Comme dit Ayong, ce n'est pas en apprenant le taïwanais à l'école 1 heure par semaine que cette langue pourra se perpétuer. L'enjeu est bien qu'elle soit pratiquée quotidiennement, notamment dans les familles. Selon Ayong, de plus en plus de parents considèrent que le taïwanais peut être un plus pour trouver un emploi. Mais je n'en suis pas si certaine, car si le taïwanais peut être un plus dans certains milieux populaires, ce n'est pas un plus dans les milieux académiques ou les métiers les plus prisés. Or, les parents espèrent souvent que leurs enfants pourront gravir l'échelle sociale. Dans ce type d'emploi, c'est plutôt l'anglais qui est apprécié. Oui, c'est bien qu'ils puissent parler anglais, ça permet de communiquer avec le reste du monde, mais que ce soit apprendre le taïwanais à l'école avec 1 heure de cours par semaine ou penser qu'on peut faire de Taïwan un pays bilingue mandarin-anglais en quelques années, que ce soit l'un ou l'autre, cela a peu de chances de marcher de cette manière-là. Si on veut vraiment préserver le taïwanais, il faut un environnement adéquat, des médias de qualité en taïwanais, une éducation en taïwanais en dehors des écoles publiques, organiser des événements taïwanais, etc. Et je crois que ça vient. Il y a des gens qui essaient de promouvoir tout ça. Même une éducation bilingue taïwanais-anglais, malgré le fait que c'est une perspective encore lointaine. Il y a déjà quelques crèches qui accueillent les enfants en taïwanais. C'est un processus long et lent, et le résultat dépendra du fait que les Taïwanais prennent cela au sérieux ou pas, et combien d'efforts ils sont prêts à faire pour y arriver. Mais ça peut marcher. De manière un peu surprenante, c'est surtout dans le nord que des efforts sont faits. Dans le nord de Taïwan, justement, il y a un sentiment que le taïwanais est plus en danger que dans le sud. Certaines personnes dont la langue maternelle est le taïwanais vont vivre à Taipei et ils n'entendent plus leur langue maternelle, presque nulle part. Ils se demandent où elle est passée et du coup, ils font plus d'efforts.
Des groupes de parents se sont créés dans le Nord pour créer un environnement favorable à l'apprentissage du taïwanais par les enfants. C'est bien aussi qu'une chaîne de télévision publique en taïwanais, Taigitai, ait vu le jour il y a quelques années. Comme c'est une chaîne publique, la qualité des programmes est relativement bonne. Et on peut même dire que c'est un peu révolutionnaire parce que sous la loi martiale, on ne pouvait pas imaginer ça. Et maintenant, il y a une chaîne qui diffuse 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en taïwanais. Il y a aussi de plus en plus de ressources pédagogiques, de livres, de musique en taïwanais. J'ai également demandé à Ayong qu'est-ce qui pousse les parents à transmettre le taïwanais à leurs enfants à la maison. Chaque couple a une manière différente d'être parent et je les respecte toutes. Il y a plein de raisons de transmettre ou non le taïwanais à ses enfants. Ce que je constate, c'est que le choix de la langue qu'on parle à la maison, ça reflète notre attitude familiale, mais aussi politique, sociale, culturelle. C'est une vision du monde qui transparaît dans la manière dont les membres de la famille interagissent. À Taïwan, ces interactions ont été forcées sous la loi martiale à se faire de plus en plus en mandarin. Aujourd'hui, Taïwan est une démocratie et une société relativement libre. Les gens peuvent prendre une décision en conscience. Ils peuvent choisir entre le mandarin, le taïwanais ou d'autres langues. Beaucoup de gens voient quels sont les avantages d'apprendre l'anglais. Bon, c'est vrai qu'en tant qu'Américain, je ne suis pas impartial. Peut-être qu'ils devraient plutôt apprendre le français. Mais en tout cas, l'anglais est une lingua franca. Elle donne accès au maximum d'informations sur Internet. C'est une fenêtre sur le reste du monde. Quel est l'avantage du mandarin ? C'est une fenêtre sur la culture chinoise, une fenêtre sur la Chine. Mais il existe aussi une alternative, transmettre le bagage culturel et historique de la famille à travers le taïwanais par exemple. Cela dépend de ce que les gens pensent être le plus important et le plus utile. Your own family's history is the alternative. And so what do you see as more important and useful? C'est vrai qu'apprendre le taïwanais permet d'avoir une fenêtre sur tout un pan de la culture taïwanaise insoupçonnée si on n'apprend pas cette langue. Chaque langue reflète une vision du monde et une culture. Ayong, en apprenant le taïwanais, a aussi fait des découvertes. Par exemple, il essayait de savoir comment se dit en taïwanais la tradition du zhuozhuo, qui consiste à placer un enfant sur une table entourée d'objets et d'observer lequel il va saisir pour avoir des indices sur son avenir. Et donc, de fil en aiguille, il a découvert que c'est une tradition qui n'est pas spécifiquement de Taïwan, mais qui a été importée. J'ai aussi demandé à Ayong s'il pense que plus on apprend de langues, plus apprendre une nouvelle langue devient facile. Je me dis que c'est peut-être parce qu'il a appris le français dans sa jeunesse qu'il a pu apprendre aussi vite le taïwanais étant adulte. En fait, Ayong est d'accord. Plus on apprend de langues, plus cela devient facile, mais surtout quand on apprend des langues de la même famille. Par exemple, après avoir appris le français, il a appris plus vite l'italien. En ayant d'abord appris le mandarin, on peut apprendre le taïwanais plus vite, d'après lui, car la structure des phrases est assez ressemblante, même si au niveau phonétique, le taïwanais est plus proche du vietnamien que du mandarin en fait. Quand Ayong est allé en Corée du Sud, il s'est aussi rendu compte qu'en apprenant l'alphabet coréen, il pouvait comprendre de nombreux mots coréens grâce à sa maîtrise du taïwanais, car il y a des similitudes entre le taïwanais et le coréen. Plus on apprend de langues, plus cela devient facile. J'espère donc qu'avec tout ça, je vous ai donné envie d'apprendre le taïwanais. Et avec la chaîne YouTube de Ayong, vous n'avez plus aucune excuse. En tout cas, nous touchons déjà à la fin de cette émission. Nous terminerons en musique avec Tietzetan. Nous touchons aussi bientôt à la fin de la série sur la diversité linguistique que je vais clore bientôt en évoquant les langues d'Asie du Sud-Est. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt.我已经决定要做一个善良的歹囝，粉莫搁食，酒袂搁干。想你的迄暗，伫恁兜的中仔脚，想你的迄暗，伫恁兜的窗仔外。想你的迄暗，伫恁兜的中仔
一